c'est parti. Ce cours de communication digitale porte mal son nom, parce qu'il devrait s'appeler communication tout court. On n'a pas vu de communication qui n'était pas digitale. La communication, elle est forcément digitale. Même si on fait un bon vieil événement, rendez-vous physique comme au XXe siècle, on se dit, bah ça c'est de la communication analogique, c'est de la communication physique, c'est de la communication présentielle. Mais l'invitation pour cet événement physique, il sera forcément par email. Le QR code pour accéder à l'événement, il sera forcément figital, donc mi-physique, mi-digital. Les invitations, elles seront forcément aussi faites par voie de SMS, encore mieux par voie de WhatsApp. Donc vous voyez, il n'existe plus de communication qui ne soit pas digitale. Donc la communication, elle est forcément digitale. C'est pas la peine de mettre le mot de digital. On pourrait dire, de manière un peu provocante, le digital est mort, puisque comme il est partout, ben finalement, ça ne sert à rien de le rajouter. La communication, même la plus traditionnelle soit-elle, elle est forcément digitale, tout comme le marketing. Le marketing le plus traditionnel soit-il est forcément digital. Quand on va faire une enquête, eh ben forcément, on va envoyer des emails de connexion, on va envoyer des SMS de rappel, on va passer les questions via un logiciel de questions à distance, et donc même une enquête classique, elle sera aussi digitale. Donc si le digital est de partout, eh ben, autant mettre le mot digital nulle part, puisque la communication comme le marketing sont pas du tout plus digitaux qu'analogiques, ils sont tout simplement des bonnes vieilles techniques de communication et de marketing, avec un outil en plus, et cet outil c'est le digital et le numérique. Autre élément important, ce terme que vous avez là au tableau de full stack marketer. Pour ma part, je suis un full stack marketer. Le terme vient de l'informatique où on avait des full stack codeurs, c'est-à-dire des codeurs qui savaient aussi bien coder côté front-end et aussi coder le back-end. Donc c'est-à-dire ce qui est visible par l'utilisateur et puis ce qui n'est pas visible par l'utilisateur, les data centers, les serveurs, etc., etc. Et ce mot de full stack, il se diffuse et j'espère que vous allez être des sportifs full stack. Bien sûr, ça veut dire que vous excellez dans votre sport, ça veut dire que vous savez parfaitement faire ce qu'on attend de vous côté sportif, mais si vous êtes full stack, vous savez aussi, un peu comme Lena Situation, vous savez aussi, et je vous souhaite le même succès qu'elle, côté digital bien sûr, parce que côté sport, je crois que c'est une quiche, vous savez aussi monter vos vidéos, vous savez aussi lancer des trades, vous savez aussi ouvrir une chaîne Twitch, vous savez aussi streamer, vous savez aussi collecter des subs, vous savez la différence entre un reel, un short et une story et un post. Ouais, ça fait 3 termes, 4 termes qu'on utilise dans Instagram, mais oui, mais ces 4 termes sont des termes très différents qui touchent des publics complètement différents. Les stories, ça touche que votre communauté. Un reel, ça va vous toucher des gens qui sont hors de votre communauté et augmenter votre base de followers. Donc, c'est très important que vous soyez des full stack sportifs. Vous savez faire votre sport. Vous savez établir une stratégie par rapport à votre stratégie de communication. Vous savez établir des piliers par rapport à votre communication. Vous savez vous donner une mission. Ça, c'est du côté un peu stratégique. Et puis après, côté pratique, ben, vous savez tourner un clip. Vous savez ajuster les lumières. Vous savez faire un tas de choses. Par exemple, comme ce soir, moi, je me sers d'un logiciel qui s'appelle OBS. C'est le logiciel de référence qui est complètement gratuit. Hein, c'est un freeware, un open source software qui est le meilleur pour faire des vidéos et pour gérer tout ça. Eh bien, vous devez savoir vous servir de OBS. Vous devez savoir vous servir de iMovie ou de CapCut ou de Premiere ou de n'importe quel autre logiciel de montage. Et vous devez être capable de poster vos propres vidéos comme je l'ai fait. On a tourné une vidéo hier avec l'autre partie de la classe. Eh bien, dès ce matin, elle était déjà postée dans YouTube et le replay est visible. Et là, j'enregistre un second replay que vous aurez la chance de voir si vous avez moins de temps que l'heure qu'on a consacrée pour le tournage total de la séance d'hier. Elle nous dit Software is eating the world. Et cette citation, elle est à la fois d'une personne qui est extrêmement importante dans le monde du digital. Cette personne s'appelle Marc Andreessen. C'est celui qui a fondé le navigateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Firefox et qui s'appelait avant Mozilla et qui était un navigateur, encore une fois,
open source. Et Software is eating the world, c'est réellement le slogan de cette économie numérique. Cette économie numérique, elle fonctionne, et je pense que vous, dans le sport, vous en rendez compte, mais les constructeurs automobiles s'en rendent compte, les constructeurs de bâtiments s'en rendent compte. Quelle que soit la beauté d'un bâtiment, quelle que soit l'ergonomie d'un bâtiment, quelle que soit la beauté d'une voiture, quelle que soit la qualité de votre sport, vous vous appuyez maintenant majoritairement sur du logiciel, non pas pour fabriquer ce que vous faites dans vos exploits sportifs, mais pour analyser tout ce qui se passe. Vous avez besoin de capteurs, vous avez besoin de data, vous avez besoin d'informations pour savoir si vous faites bien ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, en comparant tout ça à un set de données beaucoup plus gros. Même le sport est devenu numérique. Alors votre exploit sportif, il est bien physique et individuel, mais celui qui est bien préparé par du numérique sera meilleur. Une voiture, c'est plus du tout un moteur, des roues, un volant et puis un logiciel qui gère tout ça. C'est un logiciel avec des roues autour et un volant qui n'est même plus relié aux roues puisqu'il est directement électrique et électronique. Un bâtiment, bah, c'est plus simplement du béton, du bois, du verre. C'est un logiciel qui gère le bâtiment et qui gère les accès, qui gère la sécurité, qui gère la fumée, qui gère la chaleur, qui gère la clim, qui gère les lumières, qui gère la présence des gens dans le bâtiment. Donc, ce qu'a voulu dire ce fameux Marc Andreessen qui a inventé Firefox, et ça me permettra de vous faire un petit passage sur les navigateurs, qu'on soit tout de suite au point sur ce qu'est un navigateur et que vous ne confondiez surtout pas un navigateur et un moteur de recherche, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Eh bien, ce Marc Andreessen nous dit Software is eating the world. Alors, je vous remets cette diapositive en grand. Oui, il y a très peu de mots décrits. Je vous montre la diapositive d'après, mais je ne le ferai pas à chaque fois. Je le fais juste là pour vous dire que quand il y a une diapositive qui est très énigmatique avec juste un mot, derrière, il y a une diapositive d'explication que vous aurez dans le slide deck. Je vais vous dire tout de suite où vous allez trouver le slide deck. Et qui vous explique à peu près ce que je viens de vous dire à l'oral. C'est expliqué là dans la diapositive. Et vous voyez à la fin de la diapositive, il y a aussi une autre citation d'un autre rôle modèle que vous devez connaître et qui s'appelle Monsieur Jensen Huang. J'espère que vous le connaissez, c'est le CEO fondateur de Nvidia, et lui il dit depuis 2 ans maintenant, AI is eating software. Donc c'est une course, une croisade. Au début c'est le software qui mange l'industrie et l'économie. Et maintenant que le software est là de partout, eh bien c'est l'AI, l'intelligence artificielle qui vient manger le software. On peut considérer aussi que l'IA, c'est un logiciel, donc software is eating software. Débrouillez ça comme vous voulez, mais voilà, vous avez des citations, des rôles modèles, des explications. C'est ça l'esprit du cours, que vous ayez plein de petites choses. Alors, anecdote, fun fact, comme dirait l'autre, il n'y a que 2 personnes dans ce monde digital qui ont fondé leur entreprise il y a 10, 15, 20 ans et qui sont toujours à la tête de leur entreprise. C'est Mark Zuckerberg qui a fondé Facebook et qui est toujours le patron de Facebook, et Jensen Huang qui a fondé Nvidia et qui est toujours à la tête de Nvidia. C'est pas vrai chez Google, c'est pas vrai chez OpenAI, c'est pas vrai chez Tesla, parce que c'est pas Elon Musk qui a fondé Tesla, ce sont 2 autres personnes que Elon Musk a évincées. Donc il n'y a que 2 patrons de grosses boîtes qui sont toujours à la tête de leur boîte. Travis Kalanick, qui a fondé les taxis Uber, n'est plus à la tête. Aujourd'hui, c'est Dara Khosrowshahi qui a remplacé Travis Kalanick. Il s'est fait coincer par un petit MeToo. Toujours gênant d'avoir ça. Et le point que je voulais faire avec vous et que je mets dans ce clip, c'est le point de différence entre un navigateur, en anglais un browser, et un moteur de recherche, en anglais un search engine. La différence qu'il y a entre un navigateur et un moteur de recherche, c'est qu'un navigateur, c'est un logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur et dont vous vous servez pour aller sur Internet, pour naviguer, pour surfer. Et vous pouvez utiliser avec n'importe quel navigateur, n'importe quel moteur de recherche. Celui qui a brouillé les cartes, c'est Google, parce qu'il a un moteur de recherche qui s'appelle Chrome, et il a un moteur,
pardon, excusez-moi, il a un navigateur, je me suis pris les pieds dans le tapis, il a un navigateur qui s'appelle Chrome, et il a un moteur de recherche qui s'appelle Google Search Engine. Et donc, on croit que c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Avec le navigateur Chrome, que vous avez peut-être, vous pouvez très bien déclarer que votre moteur de recherche, c'est Bing, ou que votre moteur de recherche, c'est DuckDuckGo, ou vous pouvez déclarer ce que vous voulez. Tout comme avec votre navigateur Safari, vous pouvez très bien déclarer que votre moteur de recherche, c'est Google Search. Donc ne confondez pas ces deux mots. Le vocabulaire digital est très 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 précis et on juge les gens à leur capacité à utiliser ces mots de manière précise. Ne confondez pas moteur de recherche. C'est ce que vous allez appeler pour chercher quelque chose. Ça peut être Bing, ça peut être Baidu si vous êtes en Chine, ça peut être Yandex si vous êtes en Russie, ça peut être majoritairement Google si vous êtes en Occident, mais si vous êtes en Corée du Sud, le Google sud-coréen s'appelle Naver, N-A-V-E-R. Donc ça, c'est un moteur de recherche. Et de l'autre côté, le navigateur. Donc ça peut être le fameux Firefox inventé par monsieur Andreessen qui a fait cette fameuse citation « Software is eating the world ». Mais ça peut être aussi Chrome, ça peut être Edge si vous êtes sur Microsoft, ça peut être Internet Explorer si vous avez un très très vieil ordinateur, changez-en vite fait. Ça peut être Safari si vous êtes sur macOS, ou ça peut être, si comme moi vous êtes déjà dans le Web3 et dans les crypto-monnaies et dans la blockchain, ça peut être Brave. On l'appelle Brave, mais je vous prononce Brave pour que vous puissiez le trouver si vous le cherchez. Tous les produits des entreprises qui vont se transformer vont intégrer du numérique et du digital. Ça, c'est la première transformation digitale. Et la deuxième transformation digitale, c'est la transformation digitale de l'entreprise elle-même, des processus de l'entreprise, des méthodes de recrutement, de la gestion des ressources humaines, de la finance. Les comptables de demain, ils feront de la comptabilité avec de l'IA qui va classer toutes les dépenses immédiatement. Ils auront plus qu'à vérifier ce que l'IA fait. Pareil au niveau du marketing. Le marketing ne va plus passer des heures et des heures à écrire des fiches produits. Ils vont demander à l'IA de remplir ce qu'on appelle le PIM, Product Information Management. Le PIM, c'est toutes les fiches produits d'entreprise, avec toutes les versions, toutes les langues et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est plus un être humain qui va le faire, il va se faire aider par l'IA, et de la même manière qu'on transforme les produits dans l'entreprise, on va aussi transformer le process de l'entreprise elle-même. Et vous allez avoir des entreprises qui sont agiles, qui sont adaptables, qui utilisent des méthodes de travail collectives extrêmement intelligentes, extrêmement performantes. Et de l'autre côté, vous allez avoir des entreprises, je dirais, entre guillemets, à l'ancienne, qui ont toujours une hiérarchie très lourde, qui ont toujours des vieux réflexes de vieux dinosaures, qui notamment, pour faire le lien avec ce que j'ai dit en tout début de cours, qui notamment vont être fermement accrochés au copyright, à leur innovation interne, qui ne vont pas oser aller copier ce que font les meilleurs. Et l'entreprise moderne, qui elle est copyleft, Open Innovation, Open Mind, Open Source, et qui va aller s'inspirer de ce que font les meilleurs, et même si ça a été inventé par un concurrent, ils vont dire, ben voilà, un concurrent a une très bonne idée, on va le copier. Et il n'y a aucune raison de ne pas copier un concurrent qui a une bonne idée. Et ça, c'est la transformation des process de l'entreprise. Donc dès qu'on vous parle de transformation digitale, évolution d'entreprise, vous devez avoir votre cerveau qui va sur deux voies distinctes. 1, les produits qui sont en vente et les services qui sont en vente. 2, le fonctionnement de l'entreprise lui-même. Donc, attention, c'est UX, de ne pas vous faire piéger par la prononciation. Je vous conseille de dire toujours UX, UX, UX à la française. Soyons chauvins, soyons français. On va dire UX, on va dire aussi CX, on va dire aussi EX. Et c'est les trois éléments que je voudrais vous apprendre ici. Si vous êtes dans un univers anglo-saxon, bien sûr, le UX va se transformer en UX, et le CX en CX, et le EX en IX. Attention à bien prononcer le X si vous êtes dans une prononciation anglaise, et à ne pas faire d'amalgame entre le français et l'anglais, c'est toujours gênant. Alors c'est quoi cet UX? UX, c'est l'expérience utilisateur. CX, expérience client, EX, expérience collaborateur.
En français, on n'utilise pas tellement ce terme d'employé, on préfère utiliser le terme de collaborateur. Ils sont synonymes, ils disent la même chose, donc pas de souci. L'expérience collaborateur, c'est quoi? C'est faire en sorte que les salariés soient le plus heureux possible au travail. Faire en sorte que l'expérience de chaque employé, quand il sort du bureau, il se dise « Ah, j'ai passé une bonne journée ». Et le matin, quand il se réveille, « Ah, j'ai envie d'y aller ». C'est ça, avoir une bonne expérience collaborateur. Et il y a une théorie qui dit que si les employés sont heureux, je vous le fais un peu à l'anglaise, si les collaborateurs sont heureux, alors il y a une chance qu'ils rendent les clients heureux. En revanche, si les salariés sont mécontents, revendiquent, font la grève, ben vous comprenez bien qu'ils vont pas avoir comme objectif de rendre les clients heureux. Ça ne va pas être leur principal objectif. Donc, premier étage, il faut des employés heureux. Et donc, il faut que le premier job du management, c'est de faire de l'EX, de l'Employee Experience Positive. Après, le CX, expérience client. C'est qui les clients? C'est les gens qui vous payent. Les gens qui vous payent, ils sont pas très nombreux. Vous ne faites pas beaucoup de factures tous les mois. Une entreprise, elle vend des produits, elle les vend à des distributeurs, elle les vend à des consommateurs. Il y a des clients qui achètent les produits. Ils sont relativement nombreux. Mais le nombre le plus important est atteint sur les utilisateurs. Pour un client qui achète un produit, il peut y avoir 10, 20, 30, 40 utilisateurs du même produit. Si on prend l'exemple d'une famille, il y a une personne qui achète des yaourts et puis il y en a 5 qui mangent. Si on prend l'exemple d'une coloc, il y a celui qui va faire les courses, il est seul et c'est lui qui est le client, c'est lui qui paye les yaourts, il les ramène à la coloc et c'est toutes les 5 personnes de la coloc qui vont déguster ces yaourts. Donc il y a un client, plusieurs utilisateurs. Donc ça c'est très important de comprendre qu'on a plus d'utilisateurs que de clients. Mais en revanche, on fait plus de choses avec les clients qu'avec les utilisateurs. Donc voilà cette distinction UX, CX, EX. Et ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous, même à distance, c'est de faire une bonne SX. C'est moi qui l'ai inventé, ne le retenez pas. SX, ça veut dire Student Experience. Ça ne sert à rien puisque c'est juste inventé pour vous. Et de la même manière qu'il y a plusieurs niveaux d'expérience, attention, super important, la slide suivante, il y a, je vous la mets en grand, il y a plusieurs canaux d'expérience, plusieurs canaux d'expérience. On est sur du multicanal et on dit aujourd'hui plutôt de l'omnicanal. Donc l'omnicanal, c'est des boîtes qui savent aussi bien faire une bonne expérience en physique, en face à face, que de faire une expérience sur le web, sur le mobile, dans le social et dans le métavers. Donc c'est ça le omnicanal, c'est une entreprise qui, aussi bien sur un point de vente physique, va vous faire tester un produit sportif, prenons Decathlon, puisqu'on est dans le sport, ça mange pas de pain. Au point de vente Decathlon, ils essaient de vous faire vivre une bonne expérience physique de palpation des produits, de test de produits. Sur le web, ils essaient d'avoir un bon site web. Sur mobile, ils ont une bonne application mobile. Ils sont bien présents dans les réseaux sociaux. Et j'imagine qu'ils font tout pour être présents dans le métavers, dans tous les jeux de sport. J'imagine que Decathlon arrive à glisser sa petite marque et ses petits produits parce que c'est important d'être aussi présent dans le métavers. Même si le métavers, c'est peut-être celui des 5 qui est le moins utilisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le négliger, il est aussi important. Donc je vous l'ai dit en début de séance, le marketing est de plus en plus avec une connotation négative. Dès qu'on parle d'un produit marketing, d'une action marketing, eh bien, tout le monde pense que c'est, pour être poli, un petit peu du vol. Alors c'est pas moi qui dis marketing sucks, c'est des auteurs très très connus, dont un qui s'appelle Seth Godin. Je vous demande de retenir son nom, il est facile à retenir. C'est comme les cheminées Godin, si vous connaissez, G-O-D-I-N. Donc on prononce pas Godin, on prononce Godin, mais Seth Godin, c'est un auteur très 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 connu dans le marketing et vous pouvez retenir son nom. Et même lui qui est un spécialiste du marketing, il dit le marketing, c'est pas terrible. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, en vous montrant la slide la plus
pourrie du monde. C'est la slide dégueulasse par excellence. La couleur est dégueulasse, la police est dégueulasse et les textes sont mauvais. Et en plus, c'est des bullet points. Donc ça, si on vous montre une slide comme ça, je vous autorise à quitter le cours et à dire, Kratirov, il m'a dit qu'on n'avait pas le droit d'être soumis à ça. C'est de la torture. C'est la couleur la plus moche du monde. Ça a été élaboré suite à une étude. Elle s'appelle Pantone 400, j'arrive pas à lire, 448C. C'est la couleur la plus moche du monde. C'est comme ça qu'on fait les paquets de clopes anonymes. On prend la couleur la plus moche du monde et puis on met des photos terribles. La police, c'est interdit, c'est la Comic Sans, vous ne devez pas l'utiliser, c'est péché. Et puis tous les textes qui sont ici, les 4P, ça date des années 60, donc avoir le produit, le prix, la promotion et la distribution qu'on résume par place en anglais. Les 5B, avoir le bon produit au bon endroit, au bon prix, au bon moment, en bonne quantité, ça date des années 50. Le SWOT, ça date des années 70. Soncas, AIDA, CAP, ça date pareil des années 60-70. Donc, le marketing tel qu'il est compris par ceux qui n'en font pas, c'est pourri. Maintenant, si vous venez au marketing moderne, vous allez voir que tout ça, c'est de l'ancien temps. C'est des moyens mnémotechniques, c'est pas idiot de penser au 4P, c'est pas idiot de penser à SWOT, mais dans ce monde moderne, le SWOT, c'est un petit peu terminé. On va passer aujourd'hui avec des organismes que vous connaissez peut-être très bien, la HBR, la HBS, HBS Harvard Business School, HBR Harvard Business Review, et quand on prend les articles marketing de ces revues-là, il y en a aussi à la MIT, on parle plus de VUCA que de SWOT. Alors le VUCA, c'est quoi? C'est un acronyme qui désigne aussi une matrice utilisée par les militaires dans les combats de rue pour sans cesse réévaluer la situation. Est-ce que lui c'est un ennemi? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un citoyen? Est-ce que c'est un combattant? Est-ce que c'est un terroriste? Est-ce qu'il va se faire exploser? Comment est-ce qu'on progresse dans la ville? Et donc voilà, vous avez un bataillon de 15-20 soldats. Ils utilisent VUCA toutes les 3 minutes pour comprendre où ils en sont. Et VUCA, ça veut tout simplement dire volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Incertitude en français, c'est uncertainty en anglais, donc c'est pour ça qu'on fait du VUCA. Et on verra cette matrice un peu plus tard, mais l'idée c'est de se dire que le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, par exemple, exemple simple, est-ce que l'IA va remplacer les jobs? La question elle est complexe. L'avenir de l'IA, il est incertain. Est-ce qu'il va être de plus en plus gros ou est-ce qu'il va être régulé et de plus en plus petit? Donc on est dans une situation qu'on pourrait juger de soit ambiguë, soit complexe. En tout cas, on est dans l'incertitude. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'examiner nos stratégies marketing, pas seulement avec SWOT qui date des années 70, mais avec VUCA qui date des années plutôt 2015 et qui est une méthode militaire adaptée au marketing. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ça, mais c'est un peu comme les 4P. Les 4P, c'est un petit peu le marketing à l'ancienne. Il n'y a pas de problème à l'utiliser, c'est un bon moyen mnémotechnique. Mais si vous voulez être au goût du jour, on va plutôt utiliser ça qui est le Modern Marketing Model. Et vous voyez, dans ce Modern Marketing Model, il y a 10 points au lieu de 4. Et que dans ces 10 points, le 7, il y a le UX qui est là, le CX qui est là, le content, le contenu qui est là. Vous avez déjà entendu parler de ces mots de brand content, de marketing content. Eh bien, ils sont ici. On vous dit toujours, la data, c'est ce qui est le plus important. Elle est en 10. On vous parle toujours de le branding, la capacité de fabriquer une marque. Eh bien, elle est là en 4, le branding. On a le persona. Vous avez déjà entendu parler de persona, j'imagine. Il est là, il est en 5. Et donc, avec ce nouveau découpage du marketing qu'on appelle Modern Marketing Model, ça fait MMM ou M3, avec ce nouveau modèle marketing, eh bien, on a une vision beaucoup plus large de ce qu'est le marketing. Et je voudrais tout de suite vous amener vers une réflexion qui est la différence, et ça c'est vraiment important, entre le branding et la promotion, ou le branding et le marketing.
lequel est devant, lequel est derrière, lequel est plus important, comment est-ce que vous voyez les choses. Je vais vous donner une vision par rapport à ce branding et ce marketing pour bien vous faire comprendre l'intérêt que vous avez, que les marques ont, à utiliser des techniques plutôt de branding que de promotion. Si on prend ici, je vous l'affiche en grand, si on prend ici des logiques promotionnelles, c'est la courbe rouge. Vous voyez la courbe rouge, elle arrive ici, on fait une promotion, on fait des ventes. On arrête la promotion, on arrête le Black Friday, bing, on tombe. On se dit, bon, bah, heureusement, il y a le Cyber Monday, on fait des promos Cyber Monday, ça monte, et puis dès que le Cyber Monday est terminé, ça descend. En janvier, il y a les soldes de janvier, on va faire des super soldes, bing, ça monte. Mais dès que janvier est passé, qu'on tombe en février, vlam, ça descend. Donc, c'est une course sans cesse à gagner quelques ventes, et bing, on redescend. On gagne des ventes et on redescend. Et à chaque fois, il faut investir sur la promotion, en publicité, en réduction de prix. Le branding, c'est la courbe bleue. Vous voyez que le branding, au début, on est très bas, on monte petit à petit, mais on redescend jamais vraiment. Et au bout d'un certain temps, on va dire 9 mois, 6 mois, 1 an, au bout d'un certain temps, le branding est systématiquement au-dessus de la promotion. Avec cette différence, c'est qu'une fois qu'on a la bonne marque, une fois qu'on a les bons piliers de marque, une fois qu'on a les bons piliers de communication, eh bien, c'est pas la peine de réinvestir chaque jour. La marque, ça reste. Quelles sont les marques que vous préférez? Dans le sport, je ne les connais pas, mais est-ce que vous aimez Apple? Peut-être que oui. Si vous aimez Apple, Apple peut arrêter de faire de la pub pendant 1 an, vous n'allez pas tout d'un coup détester Apple. S'ils arrêtent de faire de la pub pendant 10 ans, peut-être qu'au bout de 10 ans, vous n'aimerez plus. Mais si Apple s'arrête pendant 1 an de faire de la pub, vous ne détesterez pas Apple. J'imagine que vous aimez aussi Salomon. Salomon est une marque forte. Ou Patagonia est une marque forte. Si Patagonia, qui d'ailleurs fait très très peu de pub pour des raisons écologiques, si Patagonia s'arrête de faire de la pub, vous n'allez pas renier Patagonia. Vous allez continuer à aimer Patagonia, qu'il soit en promo ou pas en promo. Et c'est ça la différence entre la promotion et le branding, entre la promotion et le marketing. Et si vous êtes déjà familier de ces termes, peut-être vous l'êtes, peut-être vous l'êtes pas. SEO, SEA. SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est le référencement gratuit, organique, naturel dans Google. Et SEA, c'est le Search Engine Advertising, c'est l'achat de mots-clés. Eh bien, le SEO, SEA fonctionne exactement de la même manière. Si vous faites que du SEA, vous faites du SEA, vous apparaissez en première position, résultat sponsorisé, vous avez des visites, vous arrêtez le SEA, vous tombez. Alors comme vous êtes tombé, vous avez 0 visiteur, vous recommencez une campagne de SEA, vous progressez. Puis vous arrêtez le SEA, vous tombez. Si vous faites du SEO, Search Engine Optimization, comme en branding, vous grimpez et vous ne retombez jamais. Donc le SEO, qui consiste à faire du bon contenu, et comment est-ce que je fais du bon contenu? En ayant des bons KOL. C'est qui les KOL? C'est vous, les Key Online Leaders. C'est vous qui allez apporter le contenu à une marque. Regardez la supériorité phénoménale de Red Bull par rapport à Coca. Que fait Coca? Il fait des promos et de la pub. Que fait Red Bull? Il bâtit une marque. En disant, si t'aimes la F1, j'ai 2 équipes pour toi. Si t'aimes le snowboard, j'ai des gars qui font des descentes incroyables en snowboard. T'aimes le foot, on a 3 équipes de football. T'aimes les frissons, on a du plongeon, on a du parachute. T'aimes la mort, on a le wingsuit. Enfin bon, tout ce que vous voulez, quel que soit votre souhait en sport extrême, Red Bull est là. Et si tu n'aimes aucun sport, Red Bull fait des concerts. Mais quand Red Bull fait un concert, c'est eux qui font le line-up, c'est eux qui font le ticketing, c'est eux qui font la captation, c'est à eux que reviennent les droits de diffusion de ce concert et ils peuvent le vendre à plein de chaînes qui donc vont faire à la fois du revenu pour Red Bull et à la fois de la communication pour Red Bull. Et donc ça, c'est extrêmement de bien comprendre la différence entre le court terme et le long terme, entre la promotion et le marketing, entre la promotion et le branding, et entre le SEO et le SEA. Le SEO consistant à faire du contenu. Et qui est-ce qui fait le contenu? C'est vous qui faites le contenu pour les marques
pour qui vous travaillerez demain ou les marques qui vous emploient et qui font travailler. Alors on termine avec un dernier sujet qui est les 3 piliers du digital. On le reverra un peu plus tard, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais d'entrée de jeu, je vous donne déjà 3 petites images sur les 3 piliers du digital. Le premier pilier du digital, c'est l'utilisateur, le 1, qu'on prend sous la forme d'un persona. Le deuxième pilier du digital, c'est le parcours client, avec des points de contact. Chaque fois que vous avez un petit point rose, c'est un point de contact. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de contact. Et à chaque point de contact, on va essayer de faire en sorte que le client, l'utilisateur, soit le plus heureux possible. Et puis le troisième pilier du digital, c'est la data. Je le clip aussi. L'expression la plus simple pour le phygital, c'est bien sûr le QR code. Qu'est-ce qui se passe avec un QR code? Ne flashez pas celui-là. Qu'est-ce qui se passe avec un QR code? Vous êtes dans le monde physique. Quelqu'un vous montre un QR code, vous flashez le QR code, vous arrivez dans le monde digital de cette même personne. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire vos propres QR codes. Et comme je l'ai fait ici, celui-là vous pouvez le flasher si ça vous tente, comme je l'ai fait ici, d'avoir votre QR code de votre Linktree. Et quand vous rencontrez un fan, et quand vous rencontrez un sponsor, et quand vous rencontrez quelqu'un que vous voulez revoir, ça peut être qui vous voulez, vous lui montrez ce QR code, la personne le flash, et quand elle flash ce QR code, eh bien, elle arrive directement vers quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui est votre fameux Linktree. Et là, je vous montre mon Linktree, non pas qu'il soit passionnant, mais parce que vous avez là mon numéro de téléphone, vous avez là tous mes réseaux sociaux, X, Insta, le mail, Substack. Je vous invite à avoir du Substack aussi, du LinkedIn, bien sûr. Vous devez avoir du LinkedIn, super important. Vous avez le lien direct vers mon WhatsApp pour le mettre pour le mettre dans votre carnet d'adresse. Et vous avez toutes les opérations que je fais. Pour vous, ça va être toutes les rencontres sportives auxquelles vous participez, tous les événements auxquels vous participez, tout ce que vous faites. Et donc les gens vont avoir là, avec un seul QR code, avec un seul lien, qui est votre Linktree. Je vous ai déjà mis le mien, mais je vous le remets ici dans le chat. Avec un seul, c'est bien sûr c'est gratuit, il n'y a pas de question là-dessus. Avec un seul QR code, les gens vont avoir accès à toute votre vie digitale. Et c'est pour ça qu'on dit que le QR code, c'est le premier élément du phygital, parce qu'on est dans le monde physique, et les gens basculent dans votre Linktree avec une dizaine de liens. Si vous avez un compte Instagram, vous savez bien que les liens sont interdits. Aujourd'hui, ils sont à nouveau permis dans les stories, mais ils sont interdits dans les posts, ils sont interdits dans les Reels. Si vous voulez que les gens vous retrouvent et se connectent à votre chaîne YouTube, se connectent à votre email, se connectent à votre newsletter, se connectent à vos différents événements, eh ben vous avez besoin d'un lien qui décline d'autres liens. Donc votre Linktree doit être en bio et les gens qui cliquent dessus arrivent là-dessus et voient tout ce que vous êtes capable de faire. Et ça, c'est aussi important pour un sponsor qui veut faire une collab avec vous, qu'il voit bien tout ce que vous êtes capable de faire pour eux. Et là-dessus, on a fait 1 heure et quelques minutes.